Bonjour, dans cette séance, nous allons parler de la recherche de l'information sur Internet. Comment donc rechercher l'information numérique, c'est-à-dire sur support informatique pour répondre à un besoin donné, par exemple une recherche bibliographique sur un sujet académique, recherche d'un manuel pour monter une machine par exemple, etc., etc. Donc les besoins sont très variés et dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer cette recherche, quel que soit l'objectif de cette recherche, que ce soit former, s'informer, se divertir, pourquoi pas lire pour le divertissement, lire des articles de revues, lire des blogs, lire, écouter de la musique, voir des vidéos, regarder des images, etc. Donc, l'objectif de chercher de l'information numérique est très varié et ici nous allons voir les possibilités offertes pour l'utilisateur afin de rechercher cette information numérique. Bien sûr, nous vivons actuellement au sein de la société de l'information. Le secteur de l'information, c'est le secteur le plus développé actuellement dans le monde et nous sommes en 2024. Avant, c'est le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, les minerais. Ensuite, c'est le deuxième secteur, l'industrie, qui est le premier. Maintenant, c'est le troisième secteur économique qui est le secteur des services, des commerces et des services, et c'est principalement les services d'information. Nous sommes au sein de la société de l'information. Les plus grandes entreprises sont des entreprises de l'information. Google, Microsoft, Amazon, Facebook, etc., etc. Qu'est-ce qu'une société de l'information? C'est une société dans laquelle chacun de nous a la possibilité de créer, d'obtenir, d'utiliser et de partager l'information et le savoir. Donc, le mécanisme est double. On peut rechercher de l'information, mais aussi on peut produire de l'information et la partager sur Internet. Donc, il y a une démocratisation de l'information au sein de cette société qui est la société de l'information. Une société de l'information repose sur une utilisation répandue et généralisée des technologies numériques, les ordinateurs, Internet, les téléphones mobiles, les tablettes, etc. Malheureusement, les personnes qui n'ont pas accès à ces technologies de l'information sont exclues de cette société de l'information. Ça dépend des causes. Par exemple, il n'y a pas d'infrastructure, réseau pour accéder à Internet. Il n'y a pas de possibilité pour avoir des ordinateurs, des téléphones portables, etc. Ou bien nous avons tout, mais on n'a pas une culture numérique, on n'a pas une formation pour intégrer ces notions de culture et de technique du numérique pour bénéficier des avantages de l'apport de cette société de l'information. Pour les gens qui ont une possibilité, à savoir, il suffit de disposer d'un ordinateur ou bien d'un téléphone portable et d'une connexion Internet pour recevoir et envoyer des informations instantanément. Bien sûr, dans n'importe quel endroit du monde, que ce soit du texte, des images, du son, audio, des images animées, des vidéos, etc. Donc, la technologie, il est indispensable
pour accéder à ce monde numérique où il y a des mines d'informations, des quantités très volumineuses d'informations. On parle maintenant de big data, c'est-à-dire les grandes masses de données. On va parler des principes de fonctionnement d'Internet. Internet, c'est l'outil qui nous permet d'accéder à l'information, de rechercher l'information numérique pour répondre à nos besoins selon ce qu'on veut rechercher sur ce réseau des réseaux. Les ordinateurs connectés à Internet doivent avoir une adresse unique pour être contactés. C'est ce qu'on appelle l'adresse IP, Internet Protocol. Donc, première exigence, avoir une adresse IP pour chaque ordinateur. Deuxième exigence, les ordinateurs doivent utiliser le même protocole de communication, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, pour communiquer entre eux. Troisième exigence, les pages web qui contiennent de l'information numérique sont codées en langage, c'est une norme internationale, le langage HTML, Hypertext Markup Language. Pour accéder à l'information numérique sur Internet, il y a des logiciels spécifiques pour faciliter la lecture des langages HTML. Et nous avons dit que l'information se présente sous code de balisage HTML. Toutes les pages web sont codées en HTML, donc il faut des logiciels pour décoder ce langage et le transformer en texte, en image, en son, en vidéo. Ces logiciels, on les appelle les logiciels de navigation ou bien les navigateurs, en anglais browser. Par exemple, nous avons Microsoft Edge, nous avons Mozilla Firefox, nous avons Google Chrome et nous avons Opera, etc., etc. Un fournisseur d'accès Internet est indispensable pour accéder à Internet. On les appelle les FAI, fournisseurs d'accès à Internet, ou bien FSI, fournisseurs de services Internet. En anglais, ISP, Internet Service Provider. C'est un organisme, généralement une entreprise, par exemple une entreprise de télécommunications, mais parfois on trouve aussi des associations qui jouent le rôle de fournisseurs d'accès à Internet. Ils offrent une connexion à Internet qui est le réseau informatique mondial qui contient le système d'information 3W sur World Wide Web, et on peut trouver toutes les informations qu'on recherche. Les différences entre les offres qu'offrent ces fournisseurs d'accès Internet se font sur les tarifs, le prix d'abonnement, la bande passante, soit montante, soit descendante, offerte, c'est-à-dire pour charger upload ou télécharger download, le support clientèle, l'assistance, mais aussi sur les services ajoutés comme l'hébergement de sites web, l'accès à la messagerie électronique, l'accès à Usenet, qui est un réseau de forums, etc., etc. Donc, chaque fournisseur de services a ses offres spécifiques à ses clients. Le fournisseur d'accès à Internet dispose d'un serveur, c'est-à-dire un grand ordinateur qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt, et qui est capable de partager des informations et de connecter d'autres ordinateurs sur un réseau.
Le fournisseur d'accès à Internet vous alloue, moyennant un abonnement généralement mensuel, un numéro d'accès provisoire à Internet appelé adresse IP. Cette adresse IP, on la garde durant toute la durée de notre connexion. Qu'est-ce que donc cette adresse IP affectée par notre fournisseur d'accès à Internet? Les ordinateurs communiquent entre eux grâce à un ensemble de protocoles TCP/IP et cette couche de protocole, le protocole IP, Internet Protocol, utilise des adresses numériques que l'on appelle adresse IP, arrobase IP. Donc c'est le protocole de communication Internet qui exige d'avoir cette adresse IP. L'adresse IP IPv4 se compose de 4 nombres entiers entre 0 et 255 séparés par un point, soit 32 bits. Il y a actuellement un nouveau adressage, c'est l'adresse IPv6 qui contient désormais 128 bits, c'est-à-dire des nombres de possibilités d'affectation d'adresse IP plus importants que l'ancien adressage IPv4, et l'adresse IPv4 est toujours opérationnelle à côté de l'IPv6, mais IPv4 est limité et IPv6 est encore large et peut répondre à tous les besoins. Exemple d'adresse IPv4, par exemple 127.255.255.255. Exemple d'IPv6, c'est un peu long, 2001 2.0 db8 2.85 A3 2.40 2.40 2.8 A2E 2.0370 2.7321. Sur Internet, chaque ordinateur, chaque site web possède sa propre adresse IP. Aussi, chaque routeur, chaque modem, chaque imprimante réseau, etc. Donc, tous les appareils connectés sur Internet, ce n'est pas seulement les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, etc., les routeurs, les modems, etc., tous ont une adresse IP et les sites web ont aussi leur adresse IP. Pour se connecter à l'un d'eux, c'est-à-dire à un ordinateur ou bien à un site web, il est compliqué de retenir et manipuler un ensemble de chiffres, c'est-à-dire l'adresse IP, notamment l'adresse IPv6. C'est très compliqué de la retenir. C'est pourquoi on utilise des noms de domaine à la place de ces adresses. Donc à la place de l'adresse, on utilise un nom de domaine. Le but d'un nom de domaine, c'est de retenir et communiquer facilement l'adresse d'un site web. La résolution de nom de domaine se fait à l'aide d'un serveur spécifique appelé DNS, Domain Name System, ou bien serveur. Le rôle du serveur DNS, c'est d'associer un nom de domaine à une adresse IP, comme le ferait un annuaire téléphonique qui associe un numéro de téléphone avec un nom qui possède, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur qui possède ce numéro de téléphone. C'est ce qu'on appelle le contact. Exemple, j'ai testé moi-même l'adresse du site web Google, www.google.com. J'ai passé au mode commande de Windows. J'ai exécuté la commande nslookup, c'est-à-dire la recherche dans le service DNS, et j'ai tapé google.com et on me renvoie l'adresse IPv6 2.20.1450.2.4003.2.802.2.2.200E
et l'adresse IPv4 172.217.17.14. Donc, au lieu de taper ou bien d'apprendre l'adresse IPv4, par exemple, 172.217.17.14, il est plus facile de retenir www.google.com. Et j'ai fait moi-même le test. J'ai saisi dans le navigateur web l'adresse 172.217.17.14 et voilà le résultat. Il m'a envoyé le site google.com, www.google.com. Donc, il vaut mieux saisir google.com au lieu d'apprendre son adresse IP. C'est pourquoi il y a l'utilisation de ces noms de domaine. Maintenant, on va passer à une autre notion qui est l'URL. C'est toujours dans le cadre de comment rechercher l'information sur Internet ou bien l'information numérique pour répondre à un besoin donné. L'URL, Uniform Resource Locator, c'est l'adresse unique qui permet d'accéder à une page web à partir de sa saisie dans la barre d'adresse du navigateur. Je vais vous donner il y a quelques instants l'adresse www.google.com. C'est une adresse URL. C'est l'adresse web. L'URL est communément appelée adresse web d'une page. Par exemple, HTTPS, c'est-à-dire Hypertext Transfer Protocol S, ça veut dire secured, sécurisé. www.google.com, c'est l'adresse web des sites de Google. Il se compose de la première partie HTTPS qui désigne le protocole de communication pour accéder au site web, c'est le HTTP sécurisé. Deuxième partie, c'est www, c'est la norme pour les sites web. World Wide Web, c'est le système d'information mondial qui contient toutes les informations sur Internet. Bien sûr, il y a d'autres services, ce n'est pas seulement le 3W. L'Internet, ce n'est pas seulement 3W, c'est aussi la messagerie électronique, c'est le service de transfert de fichiers, etc. etc. Donc, le 3W, c'est l'un des services d'Internet et non pas Internet. Ensuite, la troisième partie Google, c'est le nom de domaine des sites web. Et enfin, .com, c'est l'extension des noms de domaine. Soit .com, soit .fr pour la France par exemple, US pour les États-Unis, ou bien .edu pour les universités, pour l'éducation, .org pour les organismes, les associations, etc. Et il y a plein d'extensions. Les traces de navigation sur Internet, on accède à Internet, on recherche de l'information, mais attention, on laisse toujours des traces. L'accès à Internet nécessite que votre ordinateur soit identifié par une adresse IP que nous avons expliquée, et ce, pour nous permettre d'accéder au service Internet, dans le World Wide Web ou bien le web tout simplement. Cette adresse IP étant unique, elle permet de vous associer des informations sur votre profil et aussi votre activité. Attention donc, toutes les actions que vous réalisez sur Internet laissent donc des traces. Tout site web peut identifier votre adresse IP, votre fournisseur d'accès à Internet, par exemple la société de télécommunications dans votre pays, votre système d'exploitation Windows, Android, Linux, Unix, iOS, etc. Et aussi la page web qui vous a conduit jusqu'à ce site web. Il y a une autre adresse à côté de l'adresse IP, c'est ce qu'on appelle l'adresse physique, l'adresse MAC. Même si on peut camoufler notre adresse IP, c'est-à-dire la cacher, à l'aide des VPN, par exemple, Virtual Private Network, il y a l'adresse physique MAC de notre carte réseau. L'adresse MAC, c'est-à-dire en anglais Media Access Control,
et l'adresse physique d'un périphérique réseau. Chaque adresse MAC est censée être unique commande. C'est le fabricant qui écrit l'adresse MAC sur le périphérique, par exemple un ordinateur, une imprimante, un routeur, un switch, etc. On peut donc considérer qu'elle constitue une sorte de plaque d'immatriculation des appareils électroniques. Mais entre parenthèses, il peut être modifié dans certains cas. Mais généralement, on ne peut pas la modifier. On passe maintenant à l'outil qui nous permet de rechercher de l'information numérique, c'est-à-dire de naviguer sur Internet dans le World Wide Web, ou Web tout simplement, ou dans le 3W, c'est ce qu'on appelle les navigateurs web. Un navigateur est un logiciel, en anglais browser. C'est un logiciel, c'est-à-dire un programme informatique, une application qui permet de naviguer et de consulter les pages web disponibles sur le système d'information mondial 3W, World Wide Web, disponible sur Internet. En pratique, le navigateur nous traduit en texte, images, son, vidéo, les pages web, les pages d'information qui sont codées en HTML, Hypertext Markup Language. Voici un exemple de navigateur. Par exemple, ici nous avons Chrome. Il y a en haut à gauche les flèches de navigation. Par exemple, si vous voulez revenir à la page précédente ou bien la page suivante, si vous voulez rafraîchir le contenu, vous appuyez sur le troisième bouton, c'est actualiser. Ici, c'est la barre d'adresse où on tape l'URL. Si vous vous souvenez, l'URL Uniform Resource Locator, c'est-à-dire l'adresse web des sites. Et ici, c'est la zone d'affichage des pages web. Ici, c'est le menu. À droite, il y a toujours un menu pour le navigateur, pour les paramètres, pour personnaliser le navigateur. Et bien sûr, il a un moteur de recherche. Certains ont des moteurs de recherche, comme ici Google, il a le moteur de recherche Google, qui permet de rechercher de l'information à l'aide de mots-clés. Donc ici, c'est le moteur de recherche, les mots-clés. Ici, c'est le navigateur pour accéder directement aux pages web à partir de leur adresse web ou bien l'adresse URL, Unified Resource Locator. Il existe de nombreux navigateurs web, mais les plus populaires, les plus connus sont Firefox de Mozilla, Edge de Microsoft. Il remplace Internet Explorer. Il y a Google, Chrome et Safari d'Apple. Ils sont tous gratuits. Ces navigateurs web sont gratuits. On passe maintenant à la recherche d'une information sur le web. Il y a 3 cas. Premier cas, on connaît l'adresse du site web. On saisit directement l'adresse web, c'est-à-dire l'URL, dans la barre d'adresse des navigateurs que je vous ai montré il y a quelques instants. Soit on ne connaît pas l'adresse du site web, on utilise un moteur de recherche que je vous ai montré, par exemple Google. On saisit les mots-clés caractérisant l'information recherchée et on obtient la liste des résultats, les sites web qui mènent vers ces informations recherchées à partir de mots-clés. Troisième cas, on ne connaît pas ce qu'on recherche, on veut juste naviguer sur Internet, découvrir, donc on navigue dans les pages web, on clique sur les liens hypertextes qui s'affichent au fur et à mesure de la navigation. Donc une page consultée contient des liens hypertextes vers d'autres pages. Les autres pages contiennent aussi d'autres liens. Et voilà, c'est la navigation, c'est-à-dire vous passez d'une page à l'autre et vous naviguez sur Internet. Mais attention à votre temps précieux. Il ne faut pas passer 10 heures et 10 heures et passer toute la nuit sur Internet parce que vous allez avoir
des répercussions négatives sur votre santé, que ce soit votre santé mentale ou physique. Donc attention à l'excès de l'utilisation de cet outil qui contient les informations. Attention à la surutilisation d'Internet. Il faut l'utiliser avec modération et seulement lorsque vous avez besoin d'une information à rechercher. Passons maintenant aux moteurs de recherche qui permettent de rechercher de l'information à l'aide de mots-clés. Donc un moteur de recherche est un service en ligne qui permet de trouver facilement une des pages sur le web grâce à un ou plusieurs mots-clés renseignés dans un formulaire de recherche. Par exemple, je veux rechercher des documents sur l'information numérique. Je vais saisir information. Le premier mot-clé, c'est information. Deuxième clé numérique. Troisième clé informatique. Quatrième clé données. Et je lance la recherche et j'obtiens des pages web, des documents sur mon sujet information numérique. Un moteur de recherche fonctionne à l'aide de robots qu'on appelle spider en anglais ou crawlers qui sont chargés de parcourir tout le contenu présent sur Internet. Ils le font automatiquement et en continu et de stocker dans d'immenses bases de données ce contenu après son indexation. C'est-à-dire, il utilise des index, des pointeurs qui peuvent pointer vers les pages web indexées. Le contenu est ensuite analysé puis trié avant d'être mis à la disposition des utilisateurs. Donc il y a un travail en back-end, c'est-à-dire en arrière-plan qui se fait l'analyse, le traitement de tout ça avant de le mettre sur le moteur de recherche au service des utilisateurs. Bien sûr, lorsqu'on cherche de l'information sur Internet, on va trouver un excès d'informations. Parfois, les résultats de recherche sont tellement très volumineuses qu'on a l'embarras du choix pour choisir l'information qui sera utilisée par nous. Donc, le volume est très immense. Chaque seconde, il y a 29 000 gigaoctets d'informations qui sont publiées dans le monde, soit 2,5 exaoctets par jour et 912 exaoctets par an, et ce sont les statistiques de l'année 2024. Donc, si 912 exaoctets, je crois que c'est faux. Cette statistique, je l'ai cherchée sur Internet en septembre 2024. Mais s'il y a 2,5 exaoctets par jour, nous avons 300. Donc c'est ça. C'est exact. 365 jours. Donc voilà, c'est ça. Multiplié par 2,5. Donc pardon, c'est vrai. 902 exaoctets par an. Un volume donc de Big Data, ce qu'on appelle Big Data, les masses de données très importantes, très volumineuses, qui croît à une vitesse vertigineuse et ça va de plus en plus en croissance. Et vous avez devant vous un data center où il y a des milliers de serveurs qui contiennent ces données. Et chaque société de l'information contient chaque entreprise dispose de centaines de ces serveurs que vous voyez, de ces data centers, c'est-à-dire un ensemble de serveurs, et vous imaginez le volume de l'information stockée dans ces data centers, c'est-à-dire des centres de données. Les étapes d'utilisation d'un moteur de recherche: l'utilisateur saisit les mots-clés décrivant les pages
qu'elle recherche, soit directement dans la barre d'adresse en haut à gauche, soit sur le site web des moteurs de recherche, c'est-à-dire au milieu pour le cas de Google Chrome. Le navigateur prépare ensuite un formulaire de recherche contenant ces mots-clés et l'envoie au moteur de recherche pour effectuer la recherche. Le moteur de recherche interroge sa base de données pour chacun des mots-clés, puis affine la recherche en enlevant les pages non utiles. La base de données répond avec une liste de résultats contenant les liens vers les pages adéquates. Donc, après, en dessous de chaque résultat, il y a le lien vers la page, c'est-à-dire son adresse web, l'URL. Le moteur de recherche retourne au navigateur cette liste de résultats contenant les liens vers des pages avec soit le débit de texte de la page, soit le texte spécifié par le créateur de la page grâce aux balises spécifiques. C'est le code HTML appelé MetaTag ou métadonnées, ou encore l'extrait de la page qui contient les mots recherchés. Le navigateur affiche enfin la liste des résultats à l'utilisateur à l'Internet. Les réponses sont classées dans un ordre de pertinence selon une méthodologie propre à chaque moteur de recherche. Tous les moteurs de recherche essayent d'avoir les résultats les plus pertinents. Pourquoi? C'est dans le but d'attirer le plus de visiteurs et bien sûr d'y vendre plus de publicité. Donc l'enjeu est commercial. Le moteur de recherche va profiter ou bien va effectuer des profits ou bien il a intérêt à nous donner, à nous renvoyer les résultats les plus pertinents pour nous fidéliser et ainsi devenir des utilisateurs habituels de son moteur de recherche et par conséquent on va consommer de la publicité et la société qui détient son moteur de recherche va réaliser des bénéfices grâce à la vente de publicité. Les principaux moteurs de recherche les plus utilisés dans le monde sont Google, Bing, Yahoo, Qwant, etc., etc. Ici, j'ai des statistiques que j'ai extraites d'Internet. Les parts de marché des moteurs de recherche dans le monde en 2024, Google 91%, Bing 3%, Yandex 1%, Yahoo 1%, Baidu 0,9% et DuckDuckGo 0,5%, les statistiques du 21 juillet 2024. Je vous rappelle à la fin certains moteurs de recherche qui sont des moteurs de recherche académiques et qui ne présentent pas de publicité. Par exemple, Google Scholar. Google Scholar, lorsque vous voulez effectuer une recherche académique, par exemple dans le cadre d'un travail de recherche, par exemple une thèse ou bien un mémoire de master ou bien un mémoire de licence, il faut chercher des citations, des références bibliographiques, des articles de revue scientifiques pertinents pour le besoin de la revue de la littérature ou bien pour besoin de résultats de recherche. Et on va utiliser ce type de recherche spécifique ou bien spécialiser les moteurs de recherche académiques qui n'envoient pas de publicité, qui envoient seulement des documents académiques. D'où son nom Scholar, c'est-à-dire école. School, c'est école. Bien sûr, il y a l'option recherche avancée dans ces moteurs de recherche, que ce soit les moteurs de recherche académiques sans publicité, que ce soit le moteur de recherche simple, Google, il a les options avancées. Par exemple, ici, dans Google Scholar, on peut utiliser les opérateurs booléens et ou sauf, etc. Nous avons article contenant tous les mots suivants, cette expression exacte, au moins un des mots suivants,
aucun des mots suivants, mes mots à n'importe quel endroit de l'article, dans le titre de l'article, rechercher des articles rédigés par, des articles publiés dans, rechercher des articles datés de, jusqu'à, etc., etc. Donc, on peut affiner notre recherche grâce à la fonction recherche avancée présentée dans les moteurs de recherche. Voilà donc pour cette recherche de l'information numérique, comment rechercher de l'information sur Internet. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.